Chers amis téléspectateurs, amis de l'espace éducation au développement, bonjour. Merci de prendre rendez-vous avec nous sur notre espace. Espace sponsorisé par le Destin de l'Afrique en collaboration avec l'OTB, la chaîne des grands événements. Merci de prendre rendez-vous avec nous. Depuis quelques semaines, nous avons commencé par parler de l'éducation de l'école. Qu'est-ce que c'est que l'école? Quelles sont les attitudes qu'il faut pour une bonne réussite à l'école? Quelles sont les difficultés à surmonter? Quels sont les éléments, les outils dont vous avez besoin pour surmonter ces difficultés? Nous avons parcouru ça les semaines passées. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous quelqu'un qui est un exemple de réussite de l'entrepreneuriat. Il évolue seul après avoir sorti de l'école. Nous sommes heureux d'accueillir pour vous Monsieur Dr Baba Djidé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre espace. C'est l'espace que nous avons dédié, espace de partage. C'est moi qui suis ravi pour avoir été invité par vous. Ah oui. Et parce que vous voyez des gens, des Béninois, qui proposent de pareils espaces pour que d'autres Béninois, d'autres personnes viennent parler pour influencer positivement le système. Tout à fait. En cours, je crois qu'il y a de quoi vous féliciter. Il y a de quoi aussi féliciter l'ORTB qui, dans ce partenariat, vous cautionne. Oui. Tout ça a permis que je sois là. Oui, tout à fait. Voilà. Merci d'être là. Et c'est salon de partage, vous allez partager vos expériences avec nous. Oui. Et je vous rappelle aux chers amis téléspectateurs que Dr Baba Djidé, il est un expert à son état. Bon. Il est un spécialiste, il est un vétérinaire, fermier, et c'est lui qui est le géniteur, il est le président, il est le responsable du village du paysan, je l'ai bien appelé. Oui, bon, au fait, tu n'as pas tort, parce que la maison du paysan, est en marche vers le village des paysans. Ah oui, la maison va grandir pour devenir village du paysan. Voilà. Oui. Et le village du paysan, ça se porte bien aujourd'hui? Oui, la maison du paysan, elle est là. Je veux que la maison grandisse vite. Là. Elle fait son bonhomme de chemin. Oui. Elle a déjà traversé toutes les tempêtes. Oui. Aujourd'hui, je disais quand j'ai commencé cette histoire, j'ai eu la hargne de tout le système scientifique, de tout, comment on appelle, de mes confrères qui ne comprenaient pas du tout ce que je faisais parce qu'on n'avait pas appris ça. On ne nous avait pas enseigné ça. On nous a même interdit de faire ça. Oui. Et pourtant, moi je me suis aperçu que le village ne peut pas se développer sans ça. Donc j'ai fédéré plusieurs espèces. Oui. On élève les poulets, les pintades, les dindons, les cabris, les porcs, les olacodes, les pigeons, les lapins, dans une synergie parfaite. Mais dans l'étude classique, en principe, chaque espèce est séparée et on l'entretient correctement, séparément. Mais chez vous, la particularité est que tout est mélangé et puis ça forme l'harmonie, ce que nous voyons chez vraiment le paysan qui jette quelques grains sur la peau et tous les oiseaux courent. Au fait, le monde est divisé en deux. Oui. Quand on parle de ville, on parle de village. Oui. Quand on parle de riche, on parle de pauvre. Quand on parle de l'Occident, on parle d'ici. Oui. Quand on parle de l'industrialisation, on doit parler aussi du traditionnel. Oui. Donc, au fait, ce qu'on nous a enseigné dans les universités, qu'on continue d'enseigner dans les universités, c'est la science de l'industrialisation, la science de la modernisation et la science de la spécialisation, la science de la maximisation pour que, en un temps record, on puisse produire beaucoup pour vendre beaucoup. C'est cette science-là qu'on enseigne dans les universités. Oui. Mais dans nos villages, la chose ne se passe pas de la même manière. On est dans le traditionnel, où on met beaucoup de cœur, on met beaucoup d'amour, on met beaucoup de soins pour avoir quelque chose de bien potable, de bien naturel, qui se rapproche de la nature. Oui. Vous voyez, on nous a enseigné une science qui a des normes données, alors qu'on doit venir encadrer une population qui utilise autres normes, qui a besoin d'autres normes. Et comme l'université n'a pas eu comme objectif
de travailler sur nos normes pour améliorer notre traditionnel, pour le hausser à un rang plus amélioré de rentabilité et de productivité, on a voulu imposer les normes industrielles au village. Et c'est là où le cadre africain, sans le savoir, a participé à la déstabilisation de l'économie villageoise. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé par utiliser les normes qu'on nous a enseignées à l'université sur nos élevages traditionnels. J'ai vu que ça donnait des résultats renversés. On nous a appris que pour avoir des œufs fécondés, il faut avoir 6 poules et un coq. Et on n'a pas besoin, le contexte dans lequel on a dit ça était un contexte industriel où on n'avait pas besoin de dire que tous les œufs pondus par ces poules-là sont couvés par des machines. Et tous les poussins nés de ces machines sont gardés dans des poussinières avec un système de chauffage. Donc, permanemment, il devrait avoir autour de ce coq-là 6 poules toute l'année. Parce qu'un coq, il doit cocher 25-30 fois par jour. Et s'il doit faire ça, il doit avoir permanemment 6 poules autour de lui pour qu'il puisse satisfaire ce désir-là. Et ici, au village, quand moi je suis arrivé, j'ai repliqué les mêmes choses. Comme ils ont dit 6 poules et un coq. Et tous les cadres, c'est comme ça, on a imposé les normes au village. J'ai pris 6 poules et un coq, j'ai commencé par les élever. Quelques semaines après, 3 poules couvaient les œufs et 3 poules gardaient les poussins. Et mon coq s'est retrouvé sans poules. Et du coup, il est devenu méchant. Il a commencé par tuer tous les poussins un à un. Il a tué tous les poussins. C'est une jalousie? Non. Au fait, ce besoin, tu t'imagines, quand ça vous prend une seule fois dans la journée et que vous n'arrivez pas à libérer, vous voyez ce que ça fait. Il a le devoir de libérer ça, mais 5 fois. Et vous voyez surtout quand on vit, quand nos jeunes vivent dans les entrées couchées, avec une femme, avec des enfants. Vous voyez, quelquefois, on s'énerve contre les enfants ou bien on les envoie acheter quelque chose ici parce qu'on doit. Écoutez, l'animal n'a pas ce discernement-là. Et comme ça, il a tué tous les poussins. Une fois, 2 fois. La 3e fois, je me suis dit, des poussins sont nés au moment où il libérait les autres femelles. Cette fois, il n'a pas tué ces poussins-là. Alors je me suis dit, donc c'est un besoin de satisfaire la libido qui l'amène à être agressif. Parce que lui, il ne peut pas parler, il ne peut pas sortir pour aller chercher ailleurs. Mais il est là. Et c'est à cause de ces petits éléments-là que lui, il n'arrive pas à faire ça. Alors que dans son monde... C'est lui qui est fabriqué. Tu vois, dans son monde, non, c'est la raison du plus fort qui est la meilleure. Vraiment, vraiment. Donc lui, il a décidé, il les a tués. C'est que quand il va éliminer le dernier, la femelle va se mettre à sa disposition. Et vous voyez des normes comme ça qui tuent la productivité, enfin, qui tuent, au fait, l'économie villageoise, doivent être repensées. Alors moi, j'ai ajouté des poules. Aujourd'hui, on est à 15 poules pour un coq. Et tant qu'on ne va pas faire ça dans un village, on ne peut pas réussir ça. Alors que dans les livres, on a dit 6 poules et un coq. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le cadre n'a pas eu le temps. Ce qu'ils ont dit, c'est dans le contexte industriel. Le contexte industriel où ce ne sont pas les poules qui couvrent les œufs. Mais alors qu'au village, ces poules sont à 100% disponibles. Il y a pas de, alors que notre système villageois, c'est parmi ces mêmes poules qu'on va trouver celles qui vont couver. Et c'est celles qui couvrent qui gardent les poussins. Donc finalement, le coq se retrouve sans poules. Et s'il n'avait pas 15 poules, donc au moment où il a 15 poules, c'est que, quel que soit ce qui va se passer, il a toujours 5 à 6 poules autour de lui, qui sont en train de couver, d'autres sont en train de garder les poussins. Il a 5 à 6 qui tournent autour de lui. Et là, la tension baisse. Et les autres peuvent garder tranquillement leurs poussins, les autres peuvent couver facilement leurs choses. Et c'est tous ces éléments réunis avec d'autres éléments qui m'ont amené, parce que je me suis dit, mon grand-papa, il avait beaucoup de poulets à la maison. Il avait toutes les espèces ensemble. Et jusqu'à ce jour, dans tous les villages, les espèces ont cohabité depuis l'origine des temps. On n'a jamais séparé les races. Et on a toujours élevé pigeons, poulets, pintades, cabris, chiens, chats dans la même chambre. Ils dorment avec l'homme quelquefois. Si, mais docteur, moi j'ai une inquiétude.
lorsqu'il y aura une épidémie Ouais. ou l'une des espèces, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas de contamination Non. dans ce genre? Vous savez, c'est là même la partie. Parce C'est qu'on là où- avait parlé dans ce pays de grippe aviaire. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que la maladie d'une espèce infecte l'autre espèce? Non, justement. Justement, dans le système moderne, pour fabriquer les vaccins, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On prend le microbe de l'être concerné Oui. et on l'inocule à des embryons. On peut choisir des embryons de volaille. Oui. Donc on prend le virus, on le met dans l'embryon de volaille et plusieurs passages dans l'embryon de volaille va atténuer la virulence de l'agent pathogène. Oui. Virulence atténuée, l'agent pathogène avec des adjuvants, ça devient le vaccin. Le vaccin. Et qu'on prend maintenant pour immuniser. Pour immuniser. Donc, il y a une immunition naturelle qui est acquise par les autres espèces lors du déclenchement d'une épidémie. Du fait que tout le monde vit ensemble, Oui. ça fait que le microbe a déjà fait plusieurs passages au niveau des autres espèces. Et quand cette poule a chié au sol, et que le bébé, on lui a donné un beignet, et ce beignet est tombé par terre, qu'est-ce qu'on fait au village? On prend le beignet, on enlève la poussière et on mange. On s'en fout C'est des comme microbes. C'est comme ça que les bébés villageois s'immunisent, s'auto-immunisent. Vous voyez comment la nature elle-même a constitué les laboratoires de vaccination. Oui. Et que les gens disent, c'est-à-dire quand vous voyez tous les enfants qui vivent au village, dans cet environnement-là, ils ont une immunité qui dépasse celle des enfants qui vivent sur les carreaux cirés. Vous voyez, ils sont tout le temps ils sont presque tout le temps malades. On va plus à l'hôpital là-bas qu'au village. Et quand ces deux enfants-là grandissent, vous voyez forcément que l'enfant villageois est plus résistant. Rustique. Et vous voyez forcément que l'Africain est plus résistant que l'Européen. Ah oui. Parce que la résistance, c'est quoi? C'est la résultante des agressivités qu'il y a eu, des agressions microbiennes qu'il y a eu. Et puis l'organisme s'adapte. Anticorps. Voilà. Oui, voilà. La création des anticorps. C'est ça, la résistance. Oui. Maintenant, on refuse l'agression et on perd en résistance. Oui. Et cette expérience que vous avez vécue, c'est que vous avez pris votre bagage intellectuel, parce que vous êtes docteur vétérinaire, ça veut dire que vous avez étudié ça tout le temps. Maintenant que vous avez réussi à adapter à notre condition, c'est là la créativité que moi j'adore. Maintenant, comment vous pouvez mettre ça aujourd'hui au service de la jeunesse? La jeunesse déjà a commencé par profiter de la maison du paysan parce que depuis, le peuple a compris, depuis que c'est le modèle qui lui convient le plus. Et un modèle économiquement rentable. À la maison du paysan, on ne parle plus d'activité génératrice de revenus. Ah oui. On parle d'activité génératrice de bénéfices. Parce que nous estimons qu'on ne peut pas créer la prospérité d'un pays à partir d'activités génératrices de revenus. Tu sais, le braquage, la prostitution, la mendicité sont les activités génératrices de revenus. Pour qu'on prenne une activité pour gagner un salaire de cette activité, il faut que cette activité produise du bénéfice. Donc si l'activité n'est pas génératrice de bénéfices, elle ne peut pas constituer les revenus de celui qui pratique ça. Donc ici, il faut que ça soit clair que toutes les spéculations qui se font à la maison du paysan se font dans une synergie où les rejets des uns constituent l'aliment, enfin le renfort d'aliments des autres. Oui. Et que chaque activité est rentable en elle-même et rentable ensemble. Et qu'à partir de là, on peut tirer un bénéfice de cette activité. Moi, j'ai dit, chaque jeune, par exemple, déscolarisé ou bien qui a le niveau BEPC et qui peut installer 35 lapines, peut se faire payer entre 40 et 50 000 francs par mois. Par mois. Ouais. Il est tranquille, il se tape un bon il salaire. Peut, s'il s'en occupe, dans les logiques, dans notre méthode de travail, quand une lapine fait jusqu'à 5 petits, on la saillit automatiquement. Ah oui. Et quand elle fait plus de 5 petits, on lui donne une semaine. Dans une abondance alimentaire, on prend jusqu'à 40 petits par lapin par an. Et ça fait que vous pouvez gagner jusqu'à 40 000, 40 à 50 000 si vous avez 35 lapines. Si vous passez à 60 lapines, vous pouvez gagner déjà entre 60 et 80 000.
Et, je peux me dire que je peux me payer un salaire de 200 000, de 500 000. oui. Mais faudrait-il aussi, les espèces. faudrait-il aussi, Parce que là maintenant, c'est oui. seulement l'exemple de lapin que vous donnez. Oui. Et dans le village, dans la maison du paysan, il y a aussi les poulets, ouais. il y a aussi les pigeons. Quand les lapins gaspillent, canards. quand les lapins gaspillent de la provence, les poulets qui sont sous les cages ramassent ça. Ils s'en Et servent quand nous tuons automatiquement. les lapins, nous donnons les intestins de lapins aux porcs. Et nous avons pris les porcs locaux de nos villages et nous Oui. avons transformé ça en porcs massifs. Donc, Et c'est des un porcs système qui ont de- jusqu'à 150 kilos, qui n'ont rien à envier aux porcs importés. Oui. Et qui font jusqu'à 15-17 petits à la fois. Wow. Vous savez, parce que nous avons fait un diagnostic sur la pauvreté et le chômage. Et nous estimons que si nous sommes arrivés à la pauvreté Oui. et au chômage, c'est parce que on a été victime d'un système éducatif qui a été conçu pour servir la colonisation et pour non. servir la post-colonisation. Et non pour développer notre économie. Donc, pour développer, ouais. M. Valentin Agon dit que Ouais. notre système éducatif, juste là, ne nous rend pas curieux et ne nous rend Non, pas ça nous est- créatifs. Ça ne nous rend pas créatifs. Tout à fait. Entrepreneurs. Oui. Donc, on n'est pas. C'est-à-dire, au fait, on nous a formés Oui, comme des perroquets. à réciter. Des perroquets qui peuvent rapidement, qui doivent appliquer les ordres. C'est-à-dire, il reçoit un télégramme et il le met en œuvre sans déplacer Réfléchir. une virgule. C'est-à-dire, si on pouvait avoir ces perroquets parmi les fils du village, Oui. on aurait réussi la post-colonisation. Et c'est pour ça qu'on a formé tout le monde dans la logique de 1 plus 1 égale 2. Regardez. Et on a renvoyé tous ceux qui n'ont pas dit ça. Ils ont dit 1 plus 1 égale 6, on les a renvoyés. Alors que si on leur demandait pourquoi vous avez écrit 1 plus 1 égale 6, Coco allait dire mon papa est 1, maman est 1. Leur mariage c'est 1 plus 1. Ils ont fait 4 enfants, ça fait 6. Mais ils n'ont pas résolu 1 plus 1 dans grand air. Non. Et même là, on ne nous a pas dit que c'était dans grand air qu'on devrait opérer. C'est au collège qu'ils nous ont dit, ils nous ont appris les ensembles. De N jusqu'à grand air. Oui. N, Z, etc. jusqu'à Oui, grand, oui, grand oui, air. oui. C'est là. Mais ici, ils ne nous ont pas appris. Et ils ont péché contre tous les enfants qu'ils ont renvoyés des classes travailler. Ça Et veut dire ils ont que dit, Ils sont embrouillés, non, quelque part. non, les intelligents n'ont pas trouvé 1 plus 1 égale 2. C'est les perroquets, ceux qui n'ont su que répéter, qui ont trouvé 1 plus 1 égale 2. Ceux-là, ils ont eu le CEPE, le BEPC, le bac, la licence, la maîtrise, le doctorat, l'agrégation. Les autres, on les a renvoyés purement et simplement parce qu'ils ont dit aussi 1000 plus 200 égale 2000. 1000 plus 200 égale 2000, c'est le profil d'un commerçant. Il a vu sa maman acheter du piment avec 1000 francs. Ils ont transporté ça au marché avec 200 francs. Ils ont vendu le tout à 2000 francs. 1000 plus 200, ça fait 2000. Il opérait dans l'ensemble grand C, ou bien dans l'ensemble grand thème des marchés. Et il a donné cette réponse, on ne lui a pas demandé pourquoi on l'a renvoyé. Aujourd'hui, vous le voyez à Dantopa, il opère même 1000 plus 200 égale 5000. Et ça marche. Il se fait des millions. Au moment où l'agrégé en sciences, en gestion des entreprises, est incapable d'avoir un étalage à Dantopa. Et il cherche d'emploi. Chef d'emploi. Et, Fait et- les et- demandes dépôt des dossiers. oui, et l'autre qui n'est pas allé, il se fait des milliards, il gère une entreprise comme l'autre ne peut jamais le faire. L'autre, il a dit que 1 plus 1 égale 1000. C'était l'agronome du village. On l'a renvoyé aussi. Parce que lui, il a déjà compté qu'une graine de maïs à terre, ça donne 1000 graines en 3 mois. Alors que l'agronome d'aujourd'hui, on ne lui a pas permis de compter les graines que l'épi du maïs porte. On l'a formé dans le quintal, dans le kilogramme, dans la tonne. Et on l'a déconnecté des réalités de son village. Vous imaginez, on a pris l'enfant du village. C'est-à-dire, au cours primaire, il a fait 6 ans. En 6 ans, s'il était allé au champ, il aurait pu produire 3 tonnes de maïs. Il n'a pas produit, mais il a mangé. 7 ans au collège, il aurait pu produire 7 tonnes de maïs. Il n'en a pas produit une seule, mais il a consommé. À l'université, il a fait 4 ans. Il aurait produit 10 tonnes de maïs. Ça fait 20 tonnes de maïs non produits, c'est-à-dire qui sont sortis du budget national, c'est-à-dire de notre produit intérieur brut, un manquant sur chaque élève qui est allé à l'école. On ne compte pas ça. Et quand ils finissent l'université maintenant, ils sont incapables de repartir au champ. C'est ça qui est grave. C'est-à-dire quand on a pris toute une nation, on a mis dans sa tête que les besoins fondamentaux
c'est se nourrir, se loger, se soigner, se vêtir, vêtir, oui. s'instruire. Oui. Je dis, c'est ça qui est grave. Parce que quand vous rapportez se loger à vous-même, Oui. vous levez, c'est où trouver de l'argent pour payer le loyer. Se nourrir, où trouver l'argent pour Oui. manger. Se vêtir. Se soigner, où trouver l'argent Déjà, pour se soigner. Vous êtes des consommateurs à vie. Vous ne pouvez jamais créer des entreprises qui nourrissent les autres. Le besoin. Le besoin, c'est se nourrir. C'est-à-dire, si ce se rapporte à l'individu, Oui. il se lève toute sa vie, il va penser à comment trouver l'argent pour manger. Et quel serait normalement Le besoin fondamental? Le besoin fondamental. Non, je dis rapporter même à l'État. Oui. Se nourrir aurait été l'équivalent de l'organisation de l'autosuffisance alimentaire du pays. Oui. Mais voilà, on n'a même pas atteint l'autosuffisance alimentaire. Ça veut dire qu'on n'a même pas rapporté le ceux-là On à l'État. On connaît d'importer. D'importer. On a rapporté le ceux-là à l'individu. Et je dis, si on enlevait le ceux, le besoin fondamental deviendrait nourrir. Alors si dans la tête de chacun, le besoin fondamental était nourrir, il part de sa maison, il vit en conquérant. C'est-à-dire comment nourrir le village, comment nourrir la commune et comment nourrir le pays, comment nourrir les autres pays. Parce que seulement on a enlevé le pronominal. Oui. Si le besoin n'était plus se soigner et devenait soigner, Soigner. alors le Bénin devient une industrie de fabrication de médicaments Oui. pour nourrir pour soigner soigner tous les Béninois tous les Béninois et soigner les autres pays. Les autres pays aussi. Voilà ce qu'on a fait de nous. Et depuis mon grand-père jusqu'à ce jour, tous les cadres béninois, ils se lèvent, ils disent besoin fondamental, se nourrir, se loger, se dire. Je dis, c'est ça qui est grave. Et on a continué par enseigner ça à nos enfants, qui vont répéter les mêmes choses. Ceux qui ne vont pas dire ça, on va les renvoyer de l'école. Ils n'auront pas leur diplôme, alors que c'est eux qui disent la vérité. Je dis, c'est ces éléments-là qu'il faut corriger. Il faut arrêter d'éduquer nos enfants comme des conquis et commencer par les éduquer dans la logique des conquérants. Dans vos échanges tout à l'heure avec M. Valentin Angon, Oui. on a dit qu'il n'y a pas de mauvais citoyens. Oui, il n'y a que une mauvaise planification. Oui, un mauvais système Il n'y a d'éducation. qu'un mauvais système d'éducation. Notre système d'éducation doit partir pour que ceux qui, aujourd'hui, ont été recalés des écoles, avec même la mention qu'ils sont nuls, et eux-mêmes sont partis convaincus au village qu'ils sont nuls. Et regarde celui-là qui a dit 1 + 1 = 6. Au village, il est devenu le meilleur agriculteur. On l'a pris comme délégué du village. Il n'a pas été à l'école. Et il a 4 femmes, 5. Quand il parle, toutes les femmes écoutent. Tous ses enfants sont bien éduqués et exemplaires. Et il est encore délégué. Et quand lui, il fait ça, il a réussi à gérer 4 femmes. Au moment où l'agrégé en sociologie de la famille est incapable de gérer une seule femme sous son toit. Ces gens recalés là, Oui. c'est eux qui ont construit les plus belles maisons du pays. Ils s'appellent maçons, menuisiers. Ils s'appellent soudeurs, ils s'appellent tailleurs, ils s'appellent mécaniciens. C'est eux qui réparent toutes les voitures dans Oui. le pays. Et les Alors, voitures qu'ils n'ont jamais conçues. Ce n'est pas eux qui ont conçu ces voitures. mais on n'est que des consommateurs. Et quand vous êtes un peu On va consommateur, revenir sur quand le système éducatif... Comment on va faire pour que ça change, pour qu'on ait de meilleurs fruits avec notre système éducatif. Docteur, avec cette situation, parce que vous faites partie de l'un des experts qui a accompagné le ministère pour doper le moral à ces jeunes que nous avons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que notre jeunesse soit au service de notre économie? En attendant qu'on refonde entièrement le système éducatif et qu'on fasse des exclus, des gens, des brevetés, des mécaniciens brevetés, des cuisiniers certifiés, c'est-à-dire des maçons bacheliers. Oui. En attendant qu'on ait ait ça. Ça pose déjà le problème de la réforme du système pour éducatif. Que nos mains accompagnent nos têtes. Oui. Il faut reformater ces jeunes-là. Vous imaginez, on a pris 20 ans, 18 ans pour installer un programme à l'intérieur du jeune. C'est-à-dire pour installer des réflexes qui constituent à écouter, écrire et répéter. C'est tout ce qu'il sait faire pour avoir son diplôme. Maintenant, il doit quitter cette logique-là pour rentrer dans la logique de écouter, voir et mettre en pratique. C'est ça qui est dur. Oui, c'est comme si... savoir observer, et réagir. Un problème de curiosité. Et réagir. Et de réactivité. Et de réactivité. Ils n'ont pas ça.
C'est comme si aujourd'hui on nous disait de tordre des poissons séchés. La question a été, nous c'est sérieux. Donc il faut un matraquage psychologique qui les amène à se déprogrammer. Et c'est là où moi, j'ai travaillé sur 2 thèmes. J'ai dit comment l'histoire et le système éducatif nous ont amenés à la pauvreté et au chômage. Parce que le jeune doit savoir ce qui s'est passé. Vous avez écrit un livre de ça? Oui, j'ai écrit des livres qui attendent, qui souffrent d'être édités. J'ai 3 livres qui attendent et qui souffrent d'être édités. Ah oui? Oui, parce que toute mon énergie est concentrée sur la maison du paysan. Avec tous ces coups que je reçois, si je détourne mon attention, je meurs. Et après, ils vont dire il a échoué. Mais donc, je tiens. Oui, aujourd'hui, pour ne pas échouer, pour transmettre tout cela, il serait bien quand même que vous éditez quand même des livres. Ce n'est pas une affaire d'édition de livres. Il faut que l'État béninois accompagne cette initiative-là, qui doit cesser d'être l'initiative de Babadini Michel pour devenir une initiative béninoise. Une initiative béninoise parce que tous les jeunes veulent ça. Oui, ça aujourd'hui, déjà, l'État commence par installer maintenant, pas multiplier par exemple, les centres Songhai. Oui, l'État veut former les gens dans les BBC. Moi, je ne suis pas BBC. Je ne suis pas BBC, mais je suis un coach d'entrepreneurs agricoles. Je sais coacher, je sais former, je sais transformer un étudiant en éleveur. Et quand je finis de le transformer, je le suis. Et pour le transformer, pour son entreprise, j'ai tous les éléments pour élaborer son business plan. J'ai tous les éléments pour qu'il ne détourne pas les sous. Parce que si lui ne réussit pas, moi, je ne suis pas noté. Ah oui, ça, et je dis, il y a des centaines de coachs comme ça à travers le pays qui ne sont pas pris en compte. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est un cri d'alarme. Il faut que le président de la République écoute que nous, là, nous sommes là au village. Nous avons toujours été là. Et nous avons travaillé nous avons des choses à partager avec ces jeunes-là pour faire de nos prototypes. Oui. Et s'ils deviennent nos prototypes, et si chaque jeune pouvait avoir une maison du paysan comme ça, et se créer un emploi, il va créer l'impôt. Il va créer l'impôt et on aura le bénin des paysans nouveaux. Le bénin des paysans. On n'a pas besoin. On peut le faire sur une petite surface. Oui. C'est bon que les gens le fassent en gros. Mais nous, avec une petite maison, une petite parcelle, on peut faire la chose et créer de la richesse. Créer de la richesse, créer des emplois. C'est juste une proposition. Votre proposition est entendue et déjà si le ministre Djemba vous accroche déjà, ça veut dire qu'ils ont reconnu votre valeur, ils veulent quand même multiplier, ils veulent quand même qu'il y ait beaucoup de Babadini Michel au Bénin et en Afrique. Chers amis téléspectateurs, la télévision, c'est du temps, nous tirons malheureusement vers la fin de cette émission. Je vous remercie pour votre attention. La semaine prochaine, on sera encore là sur la même chaîne, le même espace éducation et développement. Merci d'avoir resté collé à notre émission. Nous vous souhaitons bon appétit chez vous. Je salue au passage Mélina et Diana Rongla qui nous suivent depuis le Gabon. Merci à vous et à la semaine prochaine.